Chez les Romains, la jeunesse était découpée par des seuils juridiques très précis. Jusqu'à 7 ans, l'enfant était appelé infans, un être encore dépourvu de responsabilité légale. Il vivait sous la tutelle de son père et était considéré comme vulnérable et fragile. À partir de 7 ans commençait une étape nouvelle. L'enfant devenait impubes. Il ne possédait pas encore la pleine capacité juridique. Mais c'était l'âge où l'on commençait son éducation plus systématique. Jusqu'à la puberté, le garçon restait sous la tutelle légale, la tutela. La loi romaine fixait la puberté juridique à 14 ans pour les garçons, mais en réalité, beaucoup d'entre eux franchissaient ce passage symbolique vers 15 ans ou 16 ans. Même après la puberté, les jeunes pouvaient être encore placés sous la cura minorum, une forme de curatelle qui s'étendait jusqu'à 25 ans pour les protéger dans leurs affaires. C'est dans cette transition que s'inscrivait la cérémonie la plus marquante, le passage de la toga praetexta à la toga virilis. L'événement avait souvent lieu au printemps, le jour des Liberalia, le 17 mars, fête consacrée à Liber Pater, dieu de la fécondité et de la jeunesse. Le garçon quittait alors la toge bordée de pourpre qu'il portait depuis l'enfance et se défaisait de sa boula, cette petite amulette protectrice qu'il avait suspendue à son cou depuis sa naissance. La boula et parfois la toga praetexta étaient déposées au lararium, l'hôtel domestique consacré au lard de la maison. C'était un geste de piété familiale, marquant la sortie du monde des enfants et l'entrée dans celui des hommes. La fête ne se réduisait pas à une formalité privée. Le jeune homme, désormais vêtu de la toga pura, ou comme on l'a dit, toga virilis, était conduit en procession par son père ou son tuteur. Le cortège partait de la maison familiale, traversait les rues de Rome et se dirigeait vers le Forum et le Capitole. C'était une manière de présenter publiquement l'adolescent à la communauté civique. On faisait parfois des sacrifices aux dieux domestiques et la journée se terminait par un banquet en famille. À partir de ce jour, le jeune pouvait s'asseoir dans les gradins réservés aux citoyens adultes, au théâtre et au cirque, et participer plus directement à la vie de la cité. Les sources antiques soulignent le caractère solennel de ce passage. Cicéron, par exemple, évoque dans ses lettres la remise de la toge virile à l'occasion des Liberalia pour le fils de son frère Quintus, rappelant à quel point ce rite marquait une entrée officielle dans la vie publique. Dans certaines familles, la cérémonie était l'occasion d'affirmer un statut social. On invitait des clients, des amis politiques, et l'on montrait aux yeux de tous que l'enfant devenait un citoyen en devenir. Chez les plus humbles, le rituel restait modeste, mais toujours empreint de religiosité. Les anecdotes célèbres confirment cette dimension politique. Octavien, le futur Auguste, reçut la toge virile à 15 ans. La cérémonie eut lieu devant une foule réunie, et tout fut organisé pour marquer symboliquement son destin politique. Son adoption par César n'était pas encore connue, mais déjà on voulait montrer qu'il entrait dans le cercle des futurs dirigeants. Marc Aurèle, quant à lui, reçut la toge virile à l'âge de 15 ans également, mais l'empereur Adrien l'avait déjà remarqué avant cette cérémonie et l'appelait affectueusement Verissimus, le très véridique, signe que même dans sa jeunesse, sa réputation de philosophe en devenir l'avait précédé. La tradition était tellement ancrée que certains auteurs mentionnent la gêne ou l'inquiétude des familles qui, par pauvreté, ne pouvaient pas offrir de fêtes grandioses à leurs fils. Pline le Jeune, dans l'une de ses lettres, évoque avec tendresse la simplicité des cérémonies tenues par certaines familles éloignées du faste sénatorial. Mais même dans ces cas modestes, l'essentiel restait le même, passer de l'enfance protégée à l'âge de la responsabilité civique. Après la cérémonie, le jeune homme pouvait témoigner en justice, administrer des biens et quelques années plus tard, entrer à l'armée. Certains pères en profitaient pour introduire leur fils dans le cercle politique, le présenter à leurs clients et à leurs alliés. On connaît le cas de Marc-Antoine, que son père fit défiler sur le forum après sa toge virile afin de l'associer immédiatement au réseau de clientèle familiale. L'adolescence n'était pas seulement une étape biologique, elle était une entrée publique dans la vie sociale et politique. Chez les Romains, l'éducation des garçons était structurée en 3 niveaux distincts. Le premier maître, le littérator, enseignait la lecture, l'écriture et le calcul de base. Les enfants dès 7 ans environ utilisaient des tablettes de cire et des stylets de métal ou d'os pour tracer les lettres. Martial mentionne ces objets dans ses épigrammes, preuve de leur usage quotidien. Le maître pouvait corriger les élèves à coups de férule. Horace se souvenait de son propre maître, surnommé Orbilius Plagosus, en l'occurrence le frappeur.
Quintilien, dans son traité Institutio Oratoria, déconseillait cependant le recours à la violence, estimant qu'il ne favorisait pas l'apprentissage. Lorsque l'élève progressait, il passait chez le grammaticus. Là, l'enseignement se concentrait sur la lecture des grands auteurs latins et grecs. Virgile, Ennius ou Homère étaient commentés verset par verset et l'on attendait des jeunes qu'ils connaissent par cœur des passages entiers. Le maître expliquait la grammaire, mais aussi les valeurs morales tirées des textes. Les élèves apprenaient le grec dès leur jeunesse, car la culture hellénique restait la référence intellectuelle. Quintilien recommande que les enfants soient exposés au grec le plus tôt possible, et ce, afin de maîtriser les deux langues. Le pédagogus, souvent un esclave grec cultivé, accompagnait l'enfant partout, surveillant ses devoirs et son comportement. Au sommet du parcours se trouvait le rhétor, on y apprenait l'art de parler en public, indispensable pour une carrière politique. Les exercices de déclamation consistaient en controversiae, en l'occurrence des plaidoyers fictifs sur des procès imaginaires, ou bien en suasoriae, où l'élève devait conseiller un héros historique placé devant un choix décisif. Sénèque l'Ancien, père du philosophe, a compilé ces exercices et se plaignait déjà du caractère artificiel de certaines déclamations. La maîtrise de la rhétorique pouvait ouvrir les portes du Sénat. Cicéron, par exemple, fut formé auprès de maîtres grecs comme Philo de Larissa et Molon de Rhodes. Dans sa vingtaine, il prononça des plaidoyers marquants comme Pro Quintio en 81 avant Jésus-Christ et Pro Roscio Amerino en 80, qui révèlent son talent d'orateur. Quintilien, un siècle plus tard, fit de lui le modèle absolu, déclarant que Cicéron représentait l'orateur par excellence. Jules César, lui aussi, fit ses armes très jeune à la barre. Plutarque rapporte qu'il osa accuser d'anciens gouverneurs de province, impressionnant par son audace et son style. Ces exemples incarnaient pour les élèves la réussite accessible grâce à l'éducation. La vie scolaire romaine se déroulait souvent dans des lieux modestes, une pièce louée, une galerie à colonnes, parfois même un coin de forum. Les enseignants mal payés peinaient à gagner leur vie. Juvénal, dans ses satires, décrit la misère des maîtres qui recevaient à peine de quoi subsister et parfois se voyaient trompés par les intendants qui retenaient leur salaire. Pourtant, malgré cette condition, il formait l'élite intellectuelle de Rome, transmettant aux générations futures l'outil le plus précieux, la parole. Pour les filles, l'éducation suivait un autre chemin. Leur rôle attendu restait centré sur la maison. Apprendre à filer, tisser, gérer un foyer et participer aux rites religieux et familiaux. Mais dans les familles aristocratiques, certaines recevaient une instruction poussée. Cornélie, la mère des Gracques, fut célébrée pour sa culture. Ses lettres, citées par Quintilien, prouvent qu'une femme pouvait écrire avec élégance et profondeur. Des indices archéologiques confirment également la présence de femmes lettrées. À Pompéi, les graffitis d'alphabet et le fameux portrait dit Sappho de Pompéi, représentant une femme tenant un stylet et des tablettes de cire, témoignent de cet idéal d'une femme cultivée. Plus au nord, en Bretagne romaine, une découverte exceptionnelle à Vindolanda offre la plus ancienne écriture latine féminine connue. Une lettre d'invitation signée de la main de Claudia Severa, adressée à une amie pour son anniversaire, vers l'encens. Cette trace émouvante montre que certaines femmes, même aux confins de l'Empire, participaient à la culture écrite. Ainsi, la maîtrise des lettres et de l'art oratoire était pour les jeunes hommes la clé d'un destin politique, tandis que pour certaines femmes de l'élite, la plume devenait un instrument d'expression et de mémoire familiale. La jeunesse romaine ne se formait pas uniquement dans les écoles ni sous l'œil des maîtres. Elle prenait corps dans les jeux, les fréquentations, les amitiés et les habitudes quotidiennes qui rythmaient la ville. Les enfants jouaient aux noix, aux dédos polis, aux toupies et aux cerceaux. Martial énumère ces petits objets de divertissement dans ses Apophorétas, et les fouilles de Pompéi et d'Ostie en livrent des dizaines, en os, en bronze ou en terre cuite. Le proverbe « quitter les noix » marquait symboliquement la fin de l'enfance. Catulle, dans son chant nuptial, signifie qu'on délaisse les jeux d'enfants quand on entre dans l'âge de la vie conjugale. Les jeux de balle prenaient vite le relais. Suétone raconte qu'Auguste pratiquait volontiers la pila et le trigon, balle lancée à 3 joueurs, exercice de réflexe et d'adresse que l'on retrouvait sur les places et jusque dans les portiques.
Les lieux de sociabilité étaient des écoles parallèles. Au terme ouvert aux jeunes à coups modiques, on observait les adultes, on imitait leur façon de parler, on apprenait à se présenter. Sénèque décrit le tumulte sonore de ces établissements, les cris des sportifs, le bruit de l'eau, les claquements de mains et les voix des joueurs de dés. Au forum, cœur des affaires publiques, les adolescents de bonne naissance accompagnaient leur père et leur patron, regardaient les plaidoiries, mémorisaient les têtes, les toges et les gestes. Pline le Jeune, dans une lettre fameuse, brosse le portrait de Quadratus, petit-fils d'Humidia Quadratilla. Encore très jeune, il délaisse les pantomimes à la mode et préfère les lectures sérieuses et les conversations studieuses, signe qu'à Rome, on attendait de la jeunesse bien née une gravité précoce. Les jouets miniatures ne servaient pas qu'à amuser. À Pompéi, des représentations et des graffitis montrent des enfants jouant avec des chars en modèle réduit, alignant chevaux et cochers de terre cuite, comme au Circus Maximus. Justement, un haut lieu de divertissement où les différentes factions, vert, bleu, rouge et blanc, suscitaient des attachements précoces. Les murs pompéiens gardent des slogans de supporters, des moqueries d'antifactions et des listes de victoires. Caligula, rapporte Suétone, nourrit dès l'enfance une passion exclusive pour les verts. Toute sa vie, il montra une faveur obstinée pour cette couleur de piste, preuve qu'un engouement juvénile pouvait déborder sur la politique du palais. Les amitiés d'adolescence comptaient autant que l'instruction. Cicéron, dans son traité De Amicitia, met en avant la solidité des liens tissés dans la jeunesse, capable de porter une carrière. Les instructions funéraires d'Italie évoquent souvent des sodales, compagnons de même âge, et parfois des contubernales, chez les élèves vivant ensemble sous un maître, terme que Quintilien emploie volontiers pour ses étudiants. On allait ensemble au cirque, au théâtre, aux déclamations publiques. On s'exerçait à la raillerie fine, on apprenait à tenir sa place, à applaudir au bon moment et à se taire quand il faut. La sexualité chez les garçons relevait d'un pragmatisme social. Les satiristes Martial et Juvénal évoquent sans détour des expériences avec des esclaves domestiques, tolérées tant qu'elles restaient privées et n'entachaient pas la réputation. La norme tenait dans la polarité rôle actif-passif. Le citoyen libre devait conserver la maîtrise. La passivité masculine adulte était stigmatisée. Chez les filles, l'exigence était inverse. La chasteté avant le mariage constituait un capital familial. Les Vestales représentent l'extrême de cette discipline. Tite-Live et Plutarque relatent qu'en cas de faute, l'ensevelissement vivant rappelait la dimension sacrée de leur charge. Dans les maisons ordinaires, les adolescentes apprenaient le tissage, la gestion domestique, le calendrier des rites. La réputation, en l'occurrence la pudicitia, valait héritage. Sous Auguste, la législation durcit l'encadrement des mœurs. La Rex Iulia de Maritantis Ordibinus encouragea mariage et natalité, tandis que la Lex Iulia de Adulteris Quercendis réprima l'adultère. L'exil de Julie, fille d'Auguste, raconté par Suétone et Dion Cassius, servit d'exemple retentissant. S'il frappait la plus haute des dames, il rappelait à toute la jeunesse urbaine que la transgression sexuelle pouvait rompre carrière et alliance. Le droit fixait l'âge du mariage possible à 12 ans pour les filles, 14 pour les garçons. Dans l'élite, on mariait tôt, et ce pour nouer des maisons, et les amitiés d'adolescents soudain devenaient parentés. Les fêtes collectives ponctuaient cette socialisation. Au Saturnal, en décembre, les hiérarchies se desserraient. On mangeait ensemble, on plaisantait, on faisait des cadeaux, et on autorisait des jeux d'argent d'ordinaire mal vus. Les banquets familiaux étaient un autre théâtre. Les adolescents observaient la tenue des convives, le dosage du vin et l'art de parler sans outrance. Sénèque fustige l'intempérance et raille ceux qui confondent conversation et ivresse, signe que la jeunesse devait apprendre la mesure autant que l'éloquence. Les figures impériales livrent des scènes mémorables de jeunesse. Suétone rapporte que Néron, avant et après son avènement, aimait sortir incognito, fréquenter spectacles et quartiers populaires, et ce, au risque du scandale. L'adolescent impérial croisait là une jeunesse urbaine bruyante, friande de théâtre et de combat. Caligula, adolescent, se lia d'affection avec des cochers et des palefreniers. Cette passion pour les écuries dit assez le poids social du cirque, où se fabriquaient des fidélités. Les associations juvéniles organisaient la vie collective. Dans les villes d'Italie et les ports comme Ostie, Juventus se chargeait d'animer fêtes, processions et jeux locaux. On cotisait, on parait en toge des nouveaux venus et on finançait parfois un banquet. Ces collèges pouvaient aussi inquiéter le pouvoir. Les lois de l'époque julio-claudienne restreignirent les collégiats jugés turbulents.
Dion Cassius rapporte des mesures de contrôle destinées à prévenir les désordres. La jeunesse apprenait là l'organisation, la solidarité et la visibilité publique. Les lieux de rencontre étaient connus. Ovide, dans L'Art d'aimer, indique sans détour au jeune homme où trouver la compagnie. Portique, forum, théâtre et cirque. La sociabilité romaine passe par ces espaces mixtes où l'on circule, où l'on se montre, où l'on converse sous l'œil des statues et des magistrats. Les inscriptions électorales pompéiennes, ces programmes à tapin, portent la marque d'une jeunesse engagée, avec des groupes de jeunes recommandant tel candidat et formant déjà des réseaux d'appui. Les excès donnent matière aux moralistes. Juvénal raille les fils de bonne famille qui dilapident aux tavernes, s'enflamment pour des histrions, cherchent la célébrité d'un orige plutôt que la dignité d'un citoyen. Ces portraits sont outrés, mais ils reposent sur des types sociaux reconnaissables. Les scandales féminins, eux, alimentent l'argument des prédicateurs de mœurs. La Messaline de Tacite et de Juvénal défie le code de la pudicitia et la littérature l'érige en repoussoir commode, que l'on agite devant les jeunes mariés pour rappeler les bornes du permis. À Rome, le mariage n'était pas seulement une affaire privée ou sentimentale, il constituait l'un des fondements de l'organisation sociale et politique. Le passage à l'âge adulte pour les jeunes Romains se faisait très tôt et il impliquait presque immédiatement de se marier et d'assumer des responsabilités, que ce soit dans la sphère domestique, militaire ou politique. Les âges qui nous paraissent aujourd'hui extraordinairement précoces n'étaient pas perçus de la même manière dans l'Antiquité, car la société romaine valorisait avant tout la continuité de la famille, la transmission des biens et l'intégration rapide des jeunes dans le monde des adultes. Les filles, par exemple, pouvaient être mariées dès l'âge de 12 ans, l'âge légal fixé par le droit romain. La loi considérait qu'à partir de cet âge, elles pouvaient être aptes à la maternité et donc prêtes à assumer leur rôle d'épouse. Bien sûr, ces mariages ne reposaient pas sur des choix personnels, mais sur des accords entre familles. Le mariage était une alliance. Il scellait des relations politiques, assurait des héritages, consolidait des amitiés ou au contraire, pacifiait des rivalités. Pour les garçons, l'âge légal commençait à 14 ans, mais beaucoup d'hommes, surtout dans l'élite, se mariaient plutôt dans leur vingtaine, une fois qu'ils avaient commencé à se former dans la vie publique. La rapidité de certaines unions s'explique aussi par le rôle central que jouait la reproduction dans une société où la mortalité infantile était très élevée. Avoir des enfants jeunes augmentait les chances de voir une descendance survivre et d'assurer la continuité de la lignée. Ces mariages étaient donc rarement dictés par l'amour ou le désir. On peut prendre l'exemple saisissant de Julia, la fille de l'empereur Auguste. Destinée à renforcer les alliances de son père, elle fut mariée 3 fois pour des raisons politiques. D'abord à Marcellus, alors qu'elle avait 14 ans, ensuite à Agrippa, à 18 ans, puis enfin à Tibère, à l'âge de 28 ans. Ces unions, toutes imposées, montrent bien comment le mariage des femmes, surtout dans les familles aristocratiques, était avant tout un instrument politique. Julia, malgré sa beauté et son esprit, se retrouva enfermée dans des stratégies où son avis n'avait pas de poids. Dans les classes populaires, les mariages pouvaient être moins politiques et souvent un peu plus tardifs que dans les familles nobles, parfois à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, pour des raisons économiques. Une jeune fille d'artisan ou de paysan pouvait être donnée en mariage quand la famille jugeait le moment propice, et ce, pour consolider un foyer, partager des biens ou renforcer un réseau de voisinage. Pour ces familles, ce n'était pas une affaire de pouvoir, mais de survie économique. Le mariage permettait de combiner des ressources, de s'assurer une main-d'œuvre et d'avoir des enfants capables de contribuer rapidement à la maison et au champ. Ainsi qu'il s'agisse des élites ou du peuple, le mariage liait l'enfant à une fonction sociale définie et l'introduisait brutalement dans le monde des adultes. Cette entrée précoce dans la vie maritale s'accompagnait d'une autre étape, la responsabilisation. Car si les jeunes Romains se mariaient tôt, ils n'étaient pas pour autant condamnés à rester dans l'ombre de leur aîné. Très vite, on attendait d'eux qu'ils assument des charges correspondant à leur rang. Dans les grandes familles, un héritier était formé dès l'enfance à la gestion des biens. Il apprenait ainsi à administrer des domaines agricoles, à gérer des esclaves et à négocier des contrats. La formation ne se faisait pas dans les écoles théoriques, mais par l'observation et la participation directe aux affaires familiales. Les pères initiaient leurs fils aux affaires publiques, aux relations de clientèle, aux discours devant le Sénat ou les magistrats locaux. La maison romaine, la domus, était autant une école de pouvoir qu'un lieu domestique.
Pour les jeunes aristocrates, cette responsabilisation pouvait aussi prendre la voie de la carrière politique. Dès l'âge de 16 ou 17 ans, certains apparaissaient en public aux côtés de leur père, assistant aux séances du Sénat, recevant des clients et participant à des cérémonies religieuses. C'était une manière de s'exposer, de montrer qu'ils étaient prêts à endosser un rôle futur. Le cursus honorum, c'est-à-dire la carrière des magistrats romains, ne commençait officiellement qu'au quaestora, fixé à 30 ans sous la République de Sylla. Il fut abaissé à 25 par Auguste. La préparation, toutefois, se faisait bien avant par l'exposition aux responsabilités publiques et par le compagnonnage avec les figures paternelles ou familiales. Les jeunes de l'élite étaient ainsi projetés très tôt dans une logique de responsabilité et de visibilité. La carrière politique constituait un autre chemin. Pour un citoyen romain, surtout s'il appartenait à une famille noble, entrer dans l'armée n'était pas seulement un devoir, mais une étape essentielle de la formation. À 17 ans, un jeune pouvait déjà servir comme tribun militaire, souvent grâce à l'influence de sa famille. Scipion l'Africain illustre parfaitement ce passage brutal de l'adolescence à la responsabilité. À seulement 17 ans, il s'illustra lors de la bataille du Ticinus en sauvant son père grièvement blessé. 2 ans plus tard, à la terrible bataille de Cannes, en 216 avant Jésus-Christ, alors que l'armée romaine s'effondrait face à Hannibal, Scipion, déjà tribun militaire, sut rallier un groupe de survivants et empêcher une désertion, leur permettant de se replier en sécurité. Ces épisodes marquèrent les esprits et ouvrirent la voie à une carrière exceptionnelle, jusqu'à sa victoire finale sur Carthage à Zama. Mais ce qui frappe, c'est son âge. 17 ans, l'âge où aujourd'hui un adolescent passe encore des examens scolaires, était pour les Romains déjà un âge de responsabilité militaire. Cette exigence n'était pas réservée aux aristocrates. Même dans les classes plus modestes, un garçon devenait rapidement responsable. S'il n'avait pas les moyens d'une carrière politique, il devait tout de même assumer des devoirs économiques et familiaux. Le fils d'un artisan reprenait souvent l'atelier paternel, apprenant très tôt les gestes techniques et la gestion des clients. Le fils d'un paysan aidait aux récoltes, aux semailles et aux transactions locales. Chaque classe sociale projetait ses enfants dans un monde adulte où l'enfance, telle que nous la concevons, était extrêmement brève. Cette précocité se retrouvait dans la manière dont Rome définissait l'âge adulte. Les Romains n'avaient pas notre conception moderne d'une jeunesse prolongée. Le passage à l'âge adulte se faisait au moment de la puberté, accompagné du rituel symbolique, comme on l'a vu avec la prise de la toge virile pour les garçons, généralement vers 15 ou 16 ans, parfois plus tôt ou plus tard selon les familles. À partir de ce moment, le jeune homme était considéré comme citoyen à part entière, avec des droits, mais aussi des devoirs. Pour les filles, le mariage jouait ce rôle. Dès qu'elle passait de la maison paternelle à la maison de l'époux, elle devenait matrone, responsable du foyer, des enfants et de l'honneur familial. Ce système plaçait donc les jeunes Romains face à des responsabilités que nous jugerions aujourd'hui écrasantes. Mais dans leur société, elles étaient naturelles. L'enfant devenait adulte, non pas en atteignant une majorité légale abstraite, mais en entrant dans des fonctions concrètes, se marier, gérer, combattre, participer. Cette rapidité donnait à la société romaine une vitalité impressionnante, mais aussi une dureté qui explique les destins brisés de figures comme Julia, sacrifiée aux ambitions de son père, ou au contraire l'ascension fulgurante d'un Scipion porté par son courage et par la tradition familiale. Comme on l'a vu à Rome, l'adolescence n'était pas conçue comme une période de transition douce vers l'âge adulte. C'était une étape brève, intense, où les jeunes, surtout dans l'élite, étaient préparés très tôt à exercer des responsabilités militaires. La société romaine valorisait la virtus, ce mélange de courage, de discipline et d'honneur qui définissait le citoyen accompli. Or, cette virtus devait s'incarner dans le combat. Et le moyen le plus sûr de l'acquérir était de s'aguerrir jeune. Ainsi, dès l'adolescence, les fils de grandes familles étaient initiés à l'art de la guerre, à l'effort physique et à la culture martiale. L'éducation des jeunes nobles romains comprenait des exercices qui allaient bien au-delà de la simple culture intellectuelle. Si les humanités, l'art oratoire et la rhétorique étaient indispensables pour celui qui aspirait aux charges politiques, l'éducation physique était tout aussi fondamentale. Un adolescent de bonne famille apprenait l'endurance par la marche, la natation dans le Tibre, l'équitation, le maniement des armes, la lutte et le lancer de javelot. Ces disciplines visaient à endurcir le corps et à inculquer la discipline. On considérait que l'effort, la sueur et la confrontation physique forgeaient le futur citoyen soldat.
Dans les récits anciens, on retrouve souvent l'image du jeune noble qui, à 15 ou 16 ans, se distingue par sa force et son habileté dans ses exercices, qualité qui annonce déjà le futur général. L'équitation tenait une place particulière, car elle marquait une frontière sociale. Monter à cheval n'était pas seulement un sport, c'était un privilège. Les familles riches pouvaient former leurs fils assez tard, et les plus fortunés appartenaient à l'ordre équestre, un rang social prestigieux qui permettait d'accéder à des carrières militaires et politiques. Mais il faut rappeler qu'à la fin de la République et sous l'Empire, la cavalerie de ligne n'était plus composée de jeunes Romains de l'élite, mais d'auxiliaires étrangers recrutés dans les provinces. Les jeunes nobles ne combattaient pas seulement comme cavaliers de troupes, ils servaient plutôt comme tribuns militaires, aides de camp ou compagnons des magistrats et des généraux, ce qui leur donnait un apprentissage direct de la discipline militaire et de l'art du commandement. Ces formations n'étaient pas réservées aux jeunes aristocrates. Les fils de citoyens modestes, eux aussi, étaient exposés tôt à l'expérience militaire, même si leur apprentissage passait moins par l'équitation ou les arts raffinés que par la pratique du maniement des armes et des travaux physiques. Les fils de vétérans, en particulier, grandissaient dans une atmosphère militaire et reproduisaient les gestes qu'ils voyaient chez leur père. Le service militaire étant une obligation pour les citoyens dans la tranche des juniores, c'est-à-dire de 17 ans à 46 ans, chaque adolescent savait qu'il serait appelé à combattre. Dès 15 ou 16 ans, certains fils de sénateurs accompagnaient leur père dans les provinces ou sur les théâtres de guerre. Ils n'étaient pas toujours enrôlés comme soldats réguliers, mais leur présence avait une valeur formatrice. Ils observaient la discipline des camps, les décisions des officiers et les sacrifices des légionnaires. Cela créait une familiarité avec la guerre, avant même qu'ils ne portent officiellement l'armure. Ces jeunes devenaient ainsi des témoins privilégiés et leur bravoure pouvait être remarquée très tôt si une occasion se présentait. Les historiens modernes aiment rappeler le cas de Germanicus, membre de la dynastie julio-claudienne. Fils de Drusus l'Ancien et neveu de l'empereur Tibère, il n'avait que 6 ans à la mort de son père et ne put donc l'accompagner en campagne. En revanche, devenu jeune adulte, il participa activement aux opérations militaires en Germanie dès 14 après Jésus-Christ, lorsqu'il avait à peine la vingtaine. Il y acquit rapidement la confiance des légions par son courage et son endurance. Cet exemple montre qu'un héritier aristocratique, même sans expérience précoce auprès de son père, était plongé très jeune dans le commandement militaire et forgé par les réalités des campagnes. L'adolescence militaire ne se limitait pas aux aristocrates célèbres. Les grandes batailles de la République et du début de l'Empire voyaient souvent des recrues très jeunes engagés aux côtés des vétérans. La bataille navale d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, illustre ce phénomène. Lorsque les flottes d'Octave et de Marc-Antoine s'affrontèrent dans un duel décisif, la composition des équipages était immense et variée. On y trouvait de nombreux jeunes hommes, parfois à peine entrés dans la citoyenneté, qui servaient comme rameurs, archers ou assistants sur les navires. Les sources ne mentionnent pas directement des adolescents mineurs, mais il est vraisemblable que parmi ces jeunes recrues figuraient des garçons de 17 ans, âge légal d'entrer dans la levée militaire. Ils connurent donc dès leur première jeunesse l'expérience brutale du combat naval, des flammes et des projectiles. Les sources antiques rapportent que ce type de bravoure juvénile était particulièrement valorisé. Lorsqu'un adolescent ou un très jeune homme se distinguait au combat, même par un acte modeste, pour sauver un camarade ou maintenir la ligne face à l'ennemi, son nom circulait et sa réputation se construisait dès ce moment. La mémoire collective romaine aimait ces récits où de jeunes gens se montraient à la hauteur des plus grands. L'adolescence militaire romaine répondait à une nécessité politique et culturelle. Rome était un empire en expansion constante, exposé à des guerres fréquentes. La survie et la domination dépendaient de la capacité à mobiliser des générations entières. Plus tôt les jeunes étaient formés, plus tôt ils devenaient utiles à la machine militaire. Dans une société où la mortalité était plus forte et où l'âge du service civique commençait à 17 ans, voir des jeunes hommes de cet âge entrer dans les armées ne paraissait pas exceptionnel. Commencer à combattre à cet âge apparaissait au contraire comme une manière d'utiliser pleinement la vigueur de la jeunesse. À Rome, l'enfance n'était pas un âge protégé comme nous l'entendons aujourd'hui. Derrière les idéaux éducatifs vantés par certains philosophes et les images d'enfants bien élevés dans les familles aristocratiques se cachait une autre réalité, celle des enfances brisées. Orphelins, enfants pauvres, esclaves ou jeunes livrés à la rue constituaient une population invisible, rarement prise en compte par les institutions.
La société romaine ne reconnaissait pas une adolescence distincte. Il y avait l'enfance, marquée par la dépendance, puis très vite l'âge adulte, mesuré par l'utilité économique ou civique. Ceux qui n'avaient ni famille protectrice, ni statut légal, restaient à la marge, soumis à la misère et à la violence. Les orphelins et les enfants pauvres étaient les plus vulnérables. Aucune institution publique ne prenait en charge ces jeunes sans parents. Parfois, une famille élargie ou un patron les recueillait, mais en l'absence de ce réseau, ils étaient livrés à eux-mêmes. L'adoption existait, mais elle concernait presque toujours les familles de haut rang qui adoptaient des garçons pour des raisons de succession ou de stratégie politique. Pour les enfants des couches modestes, l'adoption était rare et l'abandon fréquent. Ceux qui étaient exposés dès la naissance, déposés sur des décharges ou devant des temples, étaient souvent ramassés pour être réduits en esclavage. L'esclavage des adolescents effaçait toute notion d'âge intermédiaire. À 12 ou 13 ans, un enfant pouvait être vendu comme domestique, affecté aux cuisines ou aux champs, soumis à des tâches pénibles dès le plus jeune âge. D'autres étaient utilisés dans des métiers urbains, notamment les tavernes ou les maisons closes. Les sources littéraires évoquent des jeunes esclaves employés à la prostitution, réduits à vendre leur corps pour enrichir leur maître. Tous ne connaissaient pas ce sort, mais certains y étaient bel et bien contraints. Pour eux, l'adolescence n'existait pas, ils passaient directement du statut d'enfant à celui de marchandise adulte, sans reconnaissance de leur âge ni des fragilités qui l'accompagnent. Les graffitis retrouvés à Pompéi et à Herculanum donnent un aperçu cru de cette réalité. Parmi les innombrables inscriptions sur les murs, certaines mentionnent explicitement des esclaves prostituées, parfois en vantant leur qualité sexuelle. Ce ne sont pas des témoignages autobiographiques, mais des annonces ou des plaisanteries qui reflètent un marché bien réel. Dans l'un d'eux, on lit le nom d'un jeune esclave masculin associé à des propos salaces, vantant ses talents, comme si l'écriture elle-même servait de publicité. Derrière le ton trivial, on devine la contrainte et l'exposition publique de ces adolescents privés d'intimité et d'avenir. Le droit romain ne distinguait pas les mineurs esclaves des adultes. Un jeune de 13 ans pouvait subir les mêmes travaux ou les mêmes sévices qu'un adulte. Si un esclave enfant était maltraité par un tiers, ce n'était pas son sort qui intéressait la loi, mais le préjudice subi par son maître. Le propriétaire seul pouvait porter plainte, et seulement parce que la valeur de sa propriété avait été atteinte. L'adolescence pour ces enfants n'avait pas d'existence légale. Les jeunes libres, mais déviants, n'étaient guère mieux protégés. Un adolescent impliqué dans un vol ou une bagarre ne bénéficiait pas d'un traitement judiciaire spécifique. Rome ne connaissait pas de juridiction pour mineurs. Le critère essentiel était celui de la patria potestas, le pouvoir du père. Tant que l'enfant était sous son autorité, c'était au pater familias de décider de la sanction. Cela pouvait aller des coups de bâton à l'enfermement domestique, parfois prolongé jusqu'à la privation de nourriture. Le fouet, les humiliations publiques, les punitions exemplaires faisaient partie du quotidien éducatif et pour les jeunes considérés comme délinquants, ces violences étaient amplifiées. La justice publique, quant à elle, ne faisait pas de distinction. Un adolescent pris en flagrant délit pouvait être châtié comme un adulte. Dans certains cas extrêmes, des familles ruinées choisissaient de se débarrasser d'un fils turbulent en le vendant. Le droit archaïque romain avait prévu que le père pouvait vendre son fils à plusieurs reprises avant de perdre définitivement son autorité. Cette disposition héritée de la loi des 12 tables fut largement restreinte à l'époque impériale, mais elle continua à exister sous forme résiduelle. Des témoignages juridiques rappellent que pour une famille désespérée, la vente d'un enfant restait possible. Ces destins n'ont laissé que peu de traces, car les sources antiques se préoccupent avant tout des grandes familles et des personnages illustres. Mais à travers des graffitis obscènes, des passages de satire ou des allusions juridiques, on entrevoit la dureté de ces vies. L'adolescence romaine, pour beaucoup, n'était pas une étape de formation protégée, mais un moment de bascule dans l'esclavage, l'exploitation sexuelle ou bien la délinquance réprimée avec brutalité. Les penseurs et moralistes de Rome se sont souvent penchés sur la jeunesse, qu'ils considéraient comme un âge fragile, partagé entre l'insouciance et l'exigence de la gravité. Ce thème n'est pas neuf, déjà présent dans la philosophie grecque et fut repris et amplifié dans le monde romain. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, ne cite jamais une formule du type « les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux », mais il dresse des portraits sévères de comportements qu'il juge caractéristiques de l'âge tendre. Il fustige les banquets qui se prolongent jusqu'au matin, le fait de boire à jeun,
l'obsession du luxe et des plaisirs faciles. Pour lui, les passions doivent être contenues par une éducation exigeante. Et l'opposition entre plaisir et vertu revient comme un refrain. Céder à ses penchants, c'est tout simplement perdre son âme. Au contraire, les dompter, c'est acquérir la liberté intérieure. Plutarque, dans le traité De Liberis Educantis, traditionnellement attribué à lui, même si son authenticité a parfois été discutée, propose une vision complémentaire. Il distingue avec clarté l'éducation du corps et celle de l'âme. Les exercices physiques développent la vigueur et la santé, mais c'est la formation morale qui façonne l'homme véritable. La jeunesse, selon lui, doit être guidée vers la tempérance, la maîtrise de soi et la culture d'un esprit discipliné, sans quoi la force corporelle tournerait vite en violence. Dans la société romaine, certaines valeurs résument l'idéal attendu de l'adolescent. La gravitas, cette dignité sérieuse qui impose respect et pondération. La pietas, qui englobe le devoir envers les dieux, la famille et la patrie. Et la disciplina, la rigueur de l'autodiscipline, souvent associée à l'ordre militaire. Ces trois piliers du mos maiorum servaient de boussole pour évaluer le comportement de la jeunesse. Mais l'adolescence romaine n'était pas un long apprentissage abstrait. Elle se vivait dans une tension permanente entre plaisir et devoir. Les moralistes voyaient les jeunes attirés par les séductions du cirque, du théâtre, des festins, et rappelaient sans cesse la nécessité de se détourner des excès pour embrasser la vie civique et familiale. Les critiques philosophiques prenaient donc valeur de guide éducatif. Plutarque insistait sur le choix des bons maîtres, sur la lecture d'auteurs formateurs et sur l'équilibre nécessaire entre effort physique et culture de l'esprit. Sénèque, lui, recommandait une ascèse rationnelle, tenir un journal de vie, interroger ses fautes et corriger ses habitudes pour redresser l'âme. Dans les deux cas, la philosophie n'était pas une spéculation, mais un art de vivre destiné à canaliser l'énergie fougueuse de l'adolescence. Aux yeux des philosophes, seule l'éducation morale et la discipline intérieure pouvaient réellement former l'homme, valeur cardinale qui faisait d'un adolescent un futur citoyen digne de Rome. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.